Bonjour à toutes et à tous. Il est 11h05, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous rejoindre, mais on va peut-être commencer cette session. Comme vous le savez, cette année, la Marche des Fiertés se déroule sur un format autrement. Donc, au niveau de la thématique de cette année, on est sur le fait que, oui, c'est évidemment la santé qui est un sujet fondamental, plus particulièrement cette année. Donc, le mot d'ordre de la marche des fiertés, autrement cette année, c'est santé bafouée, LGBTQI+, en danger. Il y a eu déjà, entre guillemets, dans le IN organisé par l'Inter-LGBT, 4 table ronde cette semaine depuis mardi soir. Donc mardi, c'était sur la santé des femmes lesbiennes et bi. Mercredi, c'était autour de la notion de centre de santé sexuelle communautaire. Jeudi soir, c'était sur la santé des personnes trans. Hier soir, c'était sur la santé mentale des personnes LGBTQI+. Et aujourd'hui, donc jour où ça devait être la marche des fiertés, donc pour les Parisiennes et les Parisiens, vous avez peut-être vu les panneaux d'affichage lors de vos rares sorties où Paris est fier, effectivement, de, au moins virtuellement, mettre le coup de projecteur sur la situation des personnes LGBTQI+, en France et dans le monde. Donc, moi, je m'appelle Hervé Caldo, je fais partie de l'association Solidarité Internationale LGBTQI+. Et on est aujourd'hui dans, effectivement, le off de cette marche des fiertés autrement, sur la volonté de faire une table ronde sur la santé des personnes LGBTQI+, demandeuses d'asile. Donc, voilà. On va être aujourd'hui avec plusieurs intervenants. Donc d'abord Aude Lemoulec-Rieux, qui est la présidente de l'ARDIS, Association de reconnaissance des droits des homosexuels à l'immigration et au séjour, qui va nous parler un peu plus tard, plus spécifiquement, de l'accès aux soins, les droits d'accès aux soins pour les personnes demandeuses d'asile. On a également ce matin la présence de Nicolas Gilles, qui est le président de l'association ANC et qui va intervenir avec l'aide du psychologue Sébastien Galland, et ils vont nous parler plus spécifiquement de la question de la santé psychique et mentale des personnes demandeuses d'asile, puisqu'en complément de la table ronde d'hier, il peut y avoir aussi des spécificités particulières. Et ensuite, nous avons également la présence de Ariel Jessimataba, qui est le président de l'association Afrique Arc-en-Ciel, auquel je vais donner la parole tout de suite pour justement parler de la problématique en général de des personnes demandeuses d'asile dans leur santé, et plus particulièrement sur l'aspect de la santé sexuelle, qui nous semble un aspect important, même si il y a évidemment d'autres aspects qui vont être très importants sur cette thématique. Donc Ariel, je te laisse parler. En ce qui concerne le format, donc on est sur un format d'une quinzaine de minutes par intervenant pour présenter un certain nombre de choses. Vous pouvez interagir via le chat pour poser des questions. Et donc, à l'issue de ces 3 sessions de 10-15 minutes, il y aura une partie plus débat où vous pourrez demander la parole en levant la main ou en demandant sur le chat pour en direct poser vos questions. Mais sinon, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat au fur et à mesure des interventions également. Donc, Ariel, je te donne la parole.
Merci Hervé. Je crois que je ne vais pas épuiser la quinzaine de minutes imparties. Juste pour dire que les personnes LGBTQI+, que nous accueillons, qui sont demandeuses d'asile, pour la plupart viennent d'un pays à forte prévalence au VIH notamment, viennent de pays où l'accès aux soins de santé est quasiment difficile, puisque quand on est démuni dans ces pays-là, on a du mal à aller vers les structures de soins et ces structures de soins en général ne sont pas équipées. Et donc, ça pose une difficulté. Et aussi, beaucoup de ces personnes qui viennent de ces pays-là ont dans leur regard sur la maladie plutôt un regard curatif que préventif. Ce qui fait que quand ils arrivent en France, ayant fui leur pays à cause des menaces sérieuses qui pesaient sur elles quand leur homosexualité a été découverte, donc elles ont pour la plupart parcouru des trajets assez difficiles, assez compliqués, trajets au cours desquels elles ont pu être exposées à des risques sexuels, à des violences sexuelles. Quand elles arrivent en France également, ce n'est pas évident pour ces personnes parce que les difficultés rencontrées dans le pays d'accueil font que, pour beaucoup d'entre elles, elles se retrouvent parfois obligées à faire des choses qu'elles n'avaient pas envie de faire du tout, parce qu'il faut se trouver un petit logement, il faut se trouver quelques ressources pour manger, s'acheter son ticket de métro, etc. Et deux fois, ça les emmène, la mort dans l'âme, à se retrouver en situation de risque sexuel. Et donc, il faut pouvoir, quand nous les accueillons dans le cadre de la demande d'asile, pouvoir aussi les interroger sur la partie santé, et notamment la partie santé sexuelle, puisque ce sont des personnes LGBTQI qui ont donc aussi une vie sexuelle, qu'elles ont commencé à mener dans le pays d'origine et qu'elles vont continuer à mener dans le pays d'accueil. Donc, interroger aussi la partie sur la santé sexuelle et, quand je parle de santé sexuelle, aborder également aussi les questions autour de la santé globale. Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte dans l'accompagnement que nous pouvons faire à l'égard des demandeuses d'asile, des personnes qui demandent l'asile. Donc, prendre en compte et la partie demande d'asile et aussi la partie santé sexuelle et santé globale. Et on voit bien quand on regarde l'épidémiologie en France sur les populations clés, eh bien, on a d'un côté les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les HSH, et on a aussi les personnes J'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Ariel, non. J'ai l'impression qu'on a un petit souci. Voilà, je pense que Ariel va nous rejoindre dans quelques... Voilà. Bon, ça prouve bien qu'on est en direct, quoi. Voilà, c'est ça. Les aléas du direct. Ariel. Oui. Voilà, donc tu as été coupé effectivement juste au moment où tu disais que bon, effectivement la santé sexuelle et du coup la santé globale était quelque chose à prendre en compte dans le cadre du parcours de la demande d'asile et que c'était souvent un petit peu mis de côté dans le cadre de la démarche. Et donc, c'est tout l'intérêt de l'insérer dans la démarche. C'est ce que nous faisons et c'est ce que la plupart des assos qui reçoivent les demandeurs d'asile font aujourd'hui. D'autant plus que la loi Asile-Immigration, la toute dernière, quelque part, les assos porter cette question puisque il est demandé aux personnes maintenant, lorsqu'elles sont porteuses d'une affection longue durée ou d'une autre pathologie, de pouvoir le signaler dans des délais très, très, très courts auprès des préfectures.
Donc, du coup, ça oblige à prendre en compte cette partie sur la santé sexuelle, la santé globale, pour que effectivement les personnes demandeuses d'asile puissent bénéficier, et Aude reviendra là-dessus, de tous les droits je dirais, qui leur sont dus. Donc voilà, pour dire que cette question est très importante, et donc nous y attelons, nous travaillons là-dessus pour pouvoir orienter les personnes à faire leur dépistage du VIH, des hépatites A, B et C, également à consulter les spécialistes, notamment les proctologues. Bien sûr, on n'oublie pas les femmes ayant des relations sexuelles avec d'autres femmes qui aussi ont des problématiques de santé à prendre en compte et à pouvoir orienter vers les gynécos, vers tous les spécialistes que nous avons dans notre pays pour que la santé aussi des femmes soit prise en compte. Donc, pour résumer, effectivement, la santé des demandeurs d'asile et des demandeuses d'asile est primordiale et fondamentale, et il n'est que utile et nécessaire que cela soit pris en compte et que les moyens soient mis en œuvre pour que la santé de ces personnes soit effectivement portée de la manière je dirais, la plus adéquate possible. En le disant, je pense à cette période de carence qui a été rajoutée pour les personnes demandeuses d'asile concernant la complémentaire santé solidaire, l'ancienne CMUC, où maintenant les demandeurs et les demandeuses d'asile doivent attendre 3 mois de carence avant de demander cette complémentaire santé solidaire, ce qui les met encore dans une situation de précarité par rapport à l'accès aux soins encore plus difficile. Donc, il faut utiliser d'autres moyens du droit commun, notamment les passes, pour pouvoir les soigner durant cette période de carence, ce qui n'est pas évident. Mais dans tous les cas, ça montre à quel point le combat autour de la santé des demandeurs et des demandeuses d'asile est une priorité. Très bien, merci beaucoup. Je vois que pour le moment, je n'ai pas encore de questions sur le chat, donc peut-être qu'on va passer tout de suite la parole à Hank et donc à Nicolas Gilles, président de Hank, et à Sébastien Galland, psychologue, qui vont peut-être nous parler plus spécifiquement des questions de santé psychique et mentale des personnes demandeuses d'asile. Parce que, bon, on sait que le parcours pour arriver jusqu'en France est compliqué et souvent semé d'embûches et de traumatismes parfois particulièrement douloureux, et que cette question-là peut être aussi avoir une spécificité particulière. Donc, Nicolas, je vais te laisser la parole. Oui, merci Hervé. Donc moi je voulais préciser que si on s'est posé la question à Hank de cette question de la santé mentale des demandeurs et demandeuses d'asile, c'est que je pense qu'on a fait au début de la même erreur que font beaucoup de gens, et notamment les institutions françaises, de mettre un peu cette question de côté-là en se consacrant plutôt aux conditions d'accueil matériel, au fait que les personnes aient voilà, un hébergement, puissent remplir leurs démarches administratives et tout ça. Et j'avoue qu'on nous, on s'est pas positionné directement sur cette question de la santé mentale. Et on a eu un espèce de gros rappel, voilà, de l'importance de cette question-là l'été dernier. Donc, à la mort de la militante LGBT égyptienne Sarah Regazi, donc qui est une personne, une activiste pour les droits LGBT en Égypte, qui a subi des arrestations et de la torture dans son pays, et donc qui a été ensuite exilée au Canada. Et qui, même en étant donc en statut de réfugié au Canada, continuait de subir quand même du harcèlement, notamment du harcèlement en ligne de la part de la communauté égyptienne, des remarques LGBT-phobes, des menaces de mort, etc. Et donc, elle a fini par se suicider en juin dernier. Et en fait, ce suicide-là, c'est une onde de choc très importante dans toute la communauté LGBT issue du monde arabe. Et ça a mis en lumière vraiment cette question de dire, en fait, c'est pas parce qu'on est sorti de son pays et qu'on a le statut de réfugié dans un pays qui est considéré comme sûr que en fait, les problèmes s'arrêtent, et qu'il y a justement dans toute cette question du suivi psychologique et mental de ces personnes-là, que en fait, leur parcours, on ne peut pas faire un trait dessus du jour au lendemain, et il y a besoin d'un accompagnement plus régulier.
Et notamment, donc nous, on avait été sollicité par beaucoup de personnes qu'on suit sur cette question-là du suivi psychologique. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur cette thématique-là sur l'année à venir. Et voilà, et donc c'est aussi pour ça qu'on a donc, demandé à Sébastien Galland d'intervenir sur cette table ronde. Donc, je remercie d'avoir accepté. Et puis peut-être que je vais lui laisser se présenter et après on va peut-être, je pense, faire plus des questions-réponses sur cette thématique-là. Bonjour à tous, content d'être ici avec vous, un peu impressionné et honoré aussi de faire partie de cette un peu spéciale. Ouais, donc je suis psychologue, je fais aussi de l'hypnose, je pratique l'hypnose en cabinet libéral. J'ai aussi été bénévole pour SOS Homophobie à l'écoute et au groupe international pendant plusieurs années. Avant ça, j'étais pendant 10 ans sur des missions humanitaires. Donc, j'ai vécu dans des pays en voie de développement qui peuvent ressembler ou être communs avec ceux des migrants qui viennent plus tard en France. J'ai vécu donc dans des pays bien machos, bien homophobes, parce qu'ils sont très chrétiens, comme le Nicaragua ou Haïti, ou parce qu'ils sont bien musulmans, comme l'Égypte, ou même où la charia est instituée comme donc c'est l'islam qui est la loi du pays, hein, dans une certaine partie de l'Indonésie où j'étais après le tsunami. J'ai vécu 1 an au Soudan où c'était la peine de mort pour les LGBT. Donc voilà, c'est un sujet qui me touche et j'ai pu vivre, j'ai pu sentir ce que c'est de vivre dans un pays où l'homophobie, où la LGBT-phobie est institutionnalisée, quoi. Voilà, ça me touche parce que du coup, ça fait un point commun. En fait, je vois que ce qui vivent les exilés ou les LGBT, les personnes LGBT dans ces pays-là, on vit un peu les mêmes problèmes au niveau mental, on passe par les mêmes étapes, sauf que pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus impressionnant, c'est beaucoup plus amplifié, quoi. Et du coup, je vois qu'elles font preuve d'un courage phénoménal. C'est vraiment des survivants, ce par quoi ils passent. Parce que voilà, au niveau psychologique, au niveau psychique, c'est dans leur tête, dans leur corps, c'est 2 mots principaux, la solitude et des traumatismes. La tristesse de la solitude et la peur l'anxiété des traumatismes. Qui peuvent mener du coup à l'abattement, aux idées noires. Mais en tout cas, on voit beaucoup d'espoir, on voit un courage impressionnant et donc voilà, c'était pour une petite présentation ce qui me touche dans ce sujet, quoi. Et merci aux associations qui les accompagnent. Ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, ça ne m'étonne pas, quoi. Le fait que ça n'ait pas été pris en compte tout de suite, c'est aussi parce que, à mon avis, un des facteurs, c'est que les personnes elles-mêmes, les exilés eux-mêmes, ne vont pas dire « j'ai des problèmes mentaux ». C'est fort possible. Même pour les quelques-uns qui vont voir un psychologue, les premières demandes au psychologue, ça peut être des demandes au niveau social, au niveau administratif. C'est vrai que leurs besoins de logement, leurs besoins de se sortir du labyrinthe administratif, c'est le besoin de base. Et ils peuvent, pour beaucoup, ne pas avoir... il y a un aspect culturel aussi. Dans beaucoup de pays, la psychologie n'est pas très développée dans le sens où on l'a développée en France. Et du coup, les problèmes comme faire des cauchemars, revivre des traumas, donc les troubles de sommeil, les troubles de concentration, les troubles de mémoire, tout ça, c'est pas des choses qu'ils identifient comme des maladies qui peuvent être soignées. Donc, ils vont pas faire la demande forcément de « je veux voir un psy ». Pour certains, l'idée de voir un psy, ça n'existe pas, ou c'est que les fous qui vont voir un psy. Donc, ils pensent pas faire partie de... Donc, voilà, sûrement que la demande n'est pas là aussi. Et que ça se voit que quand ben voilà, il y a des gros chocs, des passages à l'acte du type suicide, c'est dans ces cas-là qu'on peut en prendre conscience que ça se voit. Et aussi ce que tu dis de l'accès aux psychologues dans certains pays, c'est ce qu'on a eu l'occasion de discuter aussi, mais c'est que dans certains pays aussi, les LGBT, quand ils vont voir des psychologues, c'est pour se faire soigner de leur LGBT, de leurs conditions d'LGBT. Et du coup, c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément le réflexe en France
Et de le demander réflexe ça, de ne quoi. pas le dire quand c'est institutionnalisé, dans certains pays, là, on peut être dénoncé homo ou LGBT à la police, donc le dire à un psy, le dire à un médecin, on va dire que, ben voilà, même si on le rencontre parce que j'ai le VIH, on va pas dire que c'est parce que je suis LGBT. Des fois en plus, ils se cachent à eux-mêmes, et puis des fois le mot homosexuel n'existe pas dans leur langue ou dans leur concept. C'est juste, ils ont des pratiques homosexuelles, ils ont des relations avec des personnes du même sexe, ou ils ont une identité de genre qui est pas celle assignée à la naissance, ok, mais le concept, c'est pas une identification, c'est pas je suis comme ci ou comme ça. Déjà, le mot être homosexuel, le concept, certains, voilà, donc, et en plus, bon, voilà, il faut se taire, il y a beaucoup de solitude. Le fait de faire son coming out a beaucoup plus de risques, et expose à beaucoup plus de risques que dans nos pays. Donc, tout ce qui est autorité, y compris les psychologues ou les médecins, oui, c'est des personnes à qui on Et du coup, moi, je me demandais donc, toi, dans ta pratique personnelle, quand tu te retrouves donc à accueillir des personnes dans ces situations-là, donc des personnes demandeuses d'asile LGBT, comment tu arrives du coup à établir une relation de confiance avec ces personnes-là? Comment ça se passe l'accueil, le travail avec ces personnes-là pour justement pas tomber dans l'écueil d'être la figure de l'autorité ou d'avoir un blocage de la personne qui refuse de parler de son histoire? Mm. Euh, Souvent, ça commence par des demandes sociales, c'est-à-dire j'ai besoin, monsieur, j'ai besoin d'une attestation comme quoi je vois un psychologue et que j'ai des problèmes mentaux pour avoir une allocation, pour avoir un nouveau logement, souvent ça va être ça les demandes au début. Et ça permet de créer une alliance et de créer de la confiance pour après qu'elle puisse s'ouvrir. Mais et du coup, de parler de leur trauma, de leur histoire de vie qui peuvent être difficiles à rien que de la raconter. Puis on leur demande de la raconter en plus alors, dans le récit de vie, pour l'OFPRA, etc. Donc à chaque fois, ça rappelle le truc, à chaque fois, c'est replonger là-dedans. Alors que c'est justement des souvenirs qu'ils aimeraient bien oublier. Donc ça ressemble, les questions du psy peuvent ressembler étonnamment à celles de l'OFPRA aussi, quoi. Du coup, ça rajoute. C'est terrible pour eux de devoir à chaque fois répéter les mêmes histoires, justement les histoires qu'ils ont envie d'oublier, quoi, qui viennent les hanter. Bon, sauf qu'avec moi, voilà, je leur dis ces histoires-là, c'est une bonne fois pour toutes, justement, c'est pour s'en libérer qu'ils peuvent en parler. Là, je pratique quand même, j'ai plusieurs outils, c'est plutôt des thérapies brèves et qui sont utiles pour se libérer de ce type de se libérer rapidement de ce type de trauma, quoi. Et puis les symptômes qui vont avec, du style les cauchemars, les reviviscences, la dépersonnalisation, et puis les troubles de mémoire, de concentration qui justement peuvent nuire aussi. Il y en a beaucoup qui, quand ils racontent leur récit à l'OFPRA, etc., paraissent complètement euh, détachés de ce qu'ils vivent. Forcément, on leur demande, c'est une capacité mentale aussi, de pouvoir déconnecter de l'émotionnel pour être resté que dans le... Du coup, on a l'impression qu'ils... Alors que justement, on leur demande de prouver que c'est vrai, ils en parlent parfois avec un détachement qui peut être leur jouer des tours, enfin, être néfaste pour eux et nuire à la conviction qu'ils peuvent apporter. Alors que justement, c'est un process mental. Heureusement qu'il y a ça, qu'on a cette capacité du mental à se déconnecter de l'émotionnel vis-à-vis de certains souvenirs. Mais du coup, ça nuit et du coup, il y a quand même 2/3, je crois, des demandes qui sont rejetées. Ça peut avoir cet impact-là. Ça peut être dû à ça. Ça répond à la question. Comment la confiance et puis le fait d'avoir vécu à l'étranger, le fait de parler quelques langues, de baragouiner quelques mots d'arabe ou d'autres langues, d'avoir une culture de l'islam, voilà, d'avoir une capacité interculturelle que j'ai développée pour avoir été moi-même exilé, même si c'était pas du tout dans les mêmes conditions.
Mais pour avoir connu ce que ça fait, voilà, de vivre dans un pays où on ne parle pas la langue, tout ça, ça permet de créer un lien, de créer de la confiance. Et justement, sur cette question de la langue, donc toi, il se trouve que tu as de la chance de pouvoir parler plusieurs langues, mais c'est vrai que c'est un problème récurrent pour les personnes demandeuses d'asile Ouais. dans l'accès à la santé mentale et aux soins en général. Mm. Du Dans coup, l'idéal, il faudrait un comment psy ça se qui passe par parle. exemple, s'il y a une personne qui Dans l'idéal, il faudrait parle un psy. français, comment on fait, quoi? C'est un des gros problèmes, hein, même si je parle bien l'anglais et l'espagnol, je suis pas, c'est pas ma langue maternelle. Si je parle l'arabe, enfin, un psy devrait parler la langue maternelle pour comprendre toutes les subtilités de chaque mot, même quand je parle français avec des Sénégalais ou des Béninois, c'est pas tout à fait le même vocabulaire qu'on est comme avec un Québécois ou un Suisse, hein. Bon, ça, c'est l'idéal. Mais au moins, il y a quand même cette barrière de la langue qui est moins là. Et c'est vrai que bon, il y a quand même des structures où il y a des traducteurs professionnels, mais c'est vraiment c'est limité, ça reste limité et c'est un des manquements qui devrait. C'est là qu'il faudrait multiplier les ressources. Et une autre question qui se pose sur l'accès des demandeurs d'asile à des professionnels de santé mentale, c'est la question du financement, parce que, en fait, de ce que j'ai compris, le suivi psychologique, il n'est pas forcément pris en charge par l'AME ou par l'assurance maladie. Donc, c'est aussi une question qui se pose. Donc, comment faire pour que ces demandeurs d'asile puissent se permettre financièrement d'accéder à des services psychologiques? Oui. Alors, ben, on a parlé des passes tout à l'heure. Il y a aussi des passes. Enfin, ça peut amener, les passes peuvent permettre de revenir dans le. Peut-être que pour le pass, pardon, on peut préciser un tout petit peu plus, parce qu'il y avait, voilà, des petites questions là-dessus, mais je pense qu'après, Aude reviendra sûrement, Aude, présidente de l'ARDIS, reviendra sûrement un peu dessus. J'en profite juste pour avoir la parole s'il y avait eu sur le chat une petite demande, puisque tu parlais tout à l'heure de ton expérience aussi au Soudan. Et la personne demandait s'il y avait des associations LGBTQI+, au Soudan avec lesquelles tu avais pu être en contact, en sachant, je crois que de toute façon, vous avez des contacts avec l'association égyptienne Bedaya, qui intervient aussi, notamment en Égypte principalement, mais aussi dans la région Une moyenne. association Et égypto-soudanaise. voilà, donc qui intervient aussi. Donc voilà. Et juste, je précise, puisque je vois qu'il y en a qui essayent de poser des questions. Pour le moment, dans cette phase-là, on privilégie les questions sur le chat. Et il y aura un temps plus pour les questions en direct après la présentation de Aude de l'ARDIS. Mais sinon, là, on est plus dans les questions par chat dans cette phase-là. Mais il y aura un temps pour les questions ouvertes après. Merci. Non, au Soudan, je travaillais pas encore. Enfin, j'étais encore en lien avec les associations LGBT, même en France. Mais même de toute façon, au Soudan, étant donné que c'est illégal par la loi, je suppose que ce serait même dangereux de s'exposer comme une association. Et ce serait très vite la prison. Et la prison au Soudan, c'est des tortures, des viols, etc. Donc, La loi vient d'être levée. Hein. La loi qui interdit l'homosexualité au Soudan, là, elle a été levée il y a quelques mois suite à la révolution qu'il y a eu récemment. Oui, enfin, il n'y a plus la peine de mort, mais je pense que c'est encore, oui. Il peut y encore y avoir des coups de fouet ou des, non? Je sais pas, j'ai pas les détails. Mais en Égypte, c'est quand même plus, oui, c'est quand même plus institutionnalisé. Et puis, donc, je suis pas la personne la mieux placée pour parler des associations LGBT. Dans ce que j'ai pu rencontrer, c'est une association qui lutte contre l'excision des femmes, qui est encore très, très, très présente. Et pareil, qui vient d'être déclarée illégale. Mais bon, après, là, avant que ça soit appliqué dans les communautés, il y a un chemin.
Et même si l'homosexualité l'homosexualité n'est plus punie de peine de mort, pareil, dans les mentalités, dans les villages, même dans la ville, par la communauté religieuse en particulier, c'est un déshonneur, c'est du rejet, de la discrimination, si c'est plus la police qui va punir, ça peut être des foules. Il y a des pays où on brûle les maisons des homosexuels, sans parler de la Tchétchénie. Enfin, voilà. Du coup, moi, j'ai peut-être une dernière question sur cette thématique-là avant de passer la parole. Mais du coup, sur cette question de s'avouer à soi-même et avouer à sa communauté, enfin, de faire son coming out au sein de sa communauté, c'est aussi parfois un des gros problèmes. La raison pour laquelle les personnes n'osent pas faire leur coming out, c'est qu'elles sont dans leur communauté d'origine, même en France. Et du coup, comment est-ce que éventuellement le suivi psychologique, ça peut les aider à peut-être débloquer des choses là-dessus? Ouais, c'est terrible pour elles parce que la question de le dire, enfin, si elles ne le disent pas, ok, elles se marient et puis elles sont malheureuses et elles rendent malheureuses leur conjoint, elles font des enfants, mais voilà. Et là, vivre avec cette culpabilité et puis de ce mensonge, c'est terrible. Le faire son coming out, c'est s'exposer, c'est terrible. Donc, rejet, exclusion, ok, après, elle décide de partir vers des pays où il y a moins d'homophobie. N'empêche que sur le chemin, il y a encore de l'homophobie. Souvent, les migrants du même pays, c'est un soutien. Il y a moins de solitude, on se sent dans une communauté. Et là encore, elles doivent cacher, parce que la communauté, ça continue tout le long du chemin, il faut cacher le fait d'être LGBT, parce qu'il peut y avoir encore des violences physiques ou verbales, encore du rejet, bon. Là où on a besoin de solidarité. Et pareil, quand elles arrivent en France, elles doivent encore cacher leur sexualité ou leur identité de genre. Donc, pour alors renoncer à tout le soutien de leur communauté du pays d'origine. D'accord, ben merci beaucoup pour ces éléments. Maintenant, on va peut-être faire un focus plus particulier donc avec l'ARDIS, l'association de reconnaissance des droits des homosexuels à l'immigration au séjour, parce qu'on a la chance d'avoir la présence de la présidente de l'ARDIS, Aude Lemoulec-Rieux, qui va peut-être faire un tableau du coup un peu plus général sur les droits aux soins des demandeurs d'asile en France. Donc, je vais laisser la parole à Aude. Merci beaucoup, merci aux autres intervenants. Je crois qu'il ressortait bien de vos interventions les besoins qui peuvent exister de prise en charge pour les personnes exilées LGBTI. Donc on avait fait ce choix de faire ces focus sur la santé sexuelle, sur la santé psychique, mais je pense qu'il faut aussi rappeler que le besoin en termes de soins, il est aussi physique. C'est-à-dire qu'on est les exilés aujourd'hui je ne sais pas si c'est particulièrement, mais en tout cas les exilés LGBTI sont confrontés à des traitements on va dire inhumains, dégradants, mais où ils ont pu être victimes de torture, de persécutions, ils ont pu être gravement tabassés par exemple, et donc on arrive à qui ont suscité ces conditions ont suscité le départ, elles laissent des séquelles physiques. Et puis, on rappelle aussi la dureté du parcours migratoire, qui est une conséquence très grave de la fermeture des frontières en Europe qui s'entoure d'une forteresse, et donc qui renvoie, par exemple, les personnes qui sont repêchées en Méditerranée, qui les renvoient vers la Libye. On sait que les personnes sont torturées. Et donc, on sait que les personnes, quand elles arrivent sur le territoire, elles ont un besoin de prise en charge immédiat, que ce soit physiquement, psychiquement. Voilà. Et c'est, je pense, très important. Et je pense qu'on va voir ensemble le contraste qui existe entre ce besoin et les droits des personnes. Alors, quels sont leurs droits et concrètement, comment ça se passe?
Alors, je pense que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que les personnes qui demandent l'asile, elles sont en situation régulière sur le territoire, même s'il y a des exceptions qu'on va voir ensemble. Mais enfin, une personne qui est dans une procédure normale, eh bien, elle est régulièrement sur le territoire, c'est-à-dire qu'elle a une autorisation provisoire de séjour. Et c'est important puisque cela leur donne accès à ce qui s'appelait avant la CMU-C et qui désormais a été fusionné dans la CSS, qui est la complémentaire santé solidaire, si je ne m'abuse. Donc, voilà, on connaît en général mieux la CMU-C. Donc, les personnes ont une prise en charge à 100% du tarif sécurité sociale et de la part complémentaire parce qu'ils sont régulièrement sur le territoire. Il y a aussi une condition de ressources, évidemment, qui est remplie, hein, puisque les personnes, quand elles arrivent, elles arrivent dans le dénuement le plus total, et c'est important de le rappeler. Il arrive néanmoins que des personnes également qui sont dans on va dire plutôt un processus de demande d'asile, c'est-à-dire qu'ils souhaitent demander l'asile, mais qu'ils peuvent être néanmoins ce qu'on va appeler familièrement des sans-papiers. Et dans ces cas-là, ils vont avoir accès à un dispositif qui s'appelle l'aide médicale d'État, qui va aussi être une prise en charge de leurs soins. Là aussi, il y a des conditions de ressources, il y a des conditions de durée de résidence en France, et de manière tout à fait concrète, il faut que les gens aient une adresse. Et même aujourd'hui, hein, avoir accès à une domiciliation pour une personne sans papier, eh bien, c'est très compliqué puisqu'il y a une domiciliation qui est de droit, qui doit s'obtenir auprès des CCAS en France, mais qui n'est pas toujours accordée. Et donc, ça place les gens dans des situations complexes, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge rapidement et on se retrouve à chercher une adresse partout pour faire une demande d'aide médicale d'État. Il faut savoir, hein, juste l'aide médicale d'État, on considère qu'une personne sur deux qui a droit n'y a pas recours. Le très très important depuis la loi de finances de 2020, depuis 2020, il a été introduit un délai de carence de 3 mois pour les demandeurs et demandeuses d'asile pour avoir accès à cette couverture maladie, donc à la CMU. Et donc, de manière très concrète, voilà, les demandeurs et demandeuses d'asile n'ont pas accès à une couverture médicale avant 3 mois. Voilà, avec une grande pression, hein, puisque nous avons vécu cette année une épidémie très importante. Et donc, voilà, au début de l'année, l'État était plus occupé à priver des personnes de leur droit d'accès à la santé que de gérer une épidémie qui allait nous arriver et être très, très grave. Il faut savoir quand même, et ça c'était les arguments des personnes qui défendaient cette mesure, hein, que les personnes ont accès quand même à ce qu'on appelle le dispositif soins urgents et vitaux. C'est-à-dire que quand le pronostic vital est engagé, eh bien, les gens sont pris en charge néanmoins à l'hôpital. Il y a un autre dispositif qui existe et qui a déjà été évoqué par Ariel et qui est la permanence d'accès aux soins, qui est proposée dans les hôpitaux. Voilà, il y en a dans plusieurs hôpitaux, il y en a dans un certain nombre d'hôpitaux, c'est-à-dire c'est une prise en charge qui est intégralement gratuite. Et l'objet des passes, c'est aussi de chercher des droits, c'est-à-dire éventuellement d'ouvrir des droits à l'AME s'ils n'ont pas été souscrits, à la CMU si la personne y a droit, etc. Alors, quelles sont les conséquences? Je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est une illisibilité totale des droits des personnes. Et ça se traduit de manière très claire par un non-recours à ces droits, hein, qui est constaté depuis des années, qui est très très loin du fantasme sur les étrangers qui arrivent en France et qui se font soigner gratuitement, pas du tout. On s'aperçoit que les personnes, globalement, hein, on s'aperçoit que les personnes ne font pas assez appel à leurs droits. Donc une illisibilité totale des droits,
même nous, parfois, hein, les personnes qui nous demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, enfin, parfois c'est compliqué de se retrouver sur qu'est-ce qu'ils peuvent ou pas faire. Par exemple, le risque épidémique fait partie des exceptions à la période de carence de 3 mois, mais par exemple, dans le cas de cette épidémie où on a des symptômes qui sont des symptômes grippaux, eh bien, finalement, on peut très bien être dans une situation où on ne considère pas que c'était le Covid et donc la personne va payer, ou alors c'est peut-être le Covid où la personne ne paie pas. C'est très compliqué, en fait. Ça crée une situation d'une grande complexité et l'année qu'on vient de voir nous l'a montré. L'autre conséquence qui est évidemment très importante, d'abord pour les personnes, c'est le retard de la prise en charge. C'est-à-dire que la personne ne va pas se soigner comme nous, on va pouvoir en avoir le réflexe, aller chez le médecin. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous s'en rendent compte, mais concrètement, ça veut dire que les personnes vont être en souffrance et ne vont pas pouvoir aller chez le médecin. Je vous invite à vous représenter et à le traduire dans votre vie quotidienne, ce que ça peut représenter comme stress et comme difficulté de ne pas pouvoir se soigner. Donc un retard à la prise en charge qui est d'abord douloureux pour les personnes et surtout qui entraîne une surcharge et un surcoût pour la société et une surcharge de l'hôpital. Un surcoût qui est constaté assez unanimement, hein, qui n'est pas une invention des associations. Et puis, on a autre chose qui est très important, qui est secondaire néanmoins, parce que ce n'est pas la santé directement, mais c'est un risque d'endettement des demandeurs et demandeuses d'asile s'ils sont soignés alors qu'ils n'ont pas d'ouverture de leurs droits. Eh bien, nous, ça arrive, je ne vais pas dire régulièrement, mais ça nous arrive, on a des personnes qui reçoivent une facture de l'hôpital qui va s'élever à parfois des milliers d'euros et parfois des dizaines de milliers d'euros. Donc, vous imaginez la situation où des personnes ont fui un pays parce qu'ils y étaient persécutés, ont juste cherché à se faire soigner et se retrouvent avec cette épée de Damoclès d'une facture qui est bien sûr une difficulté supplémentaire dans leur vie. J'ajouterai à ça, dans ce tableau, j'ajouterai également la question parfois les politiques publiques qui vont être contradictoires. C'est-à-dire que, voilà, je vous ai parlé de ce délai de carence de 3 mois qui a été voulu par le gouvernement, qui est une vieille ancienne de la droite, qui a été repris par le gouvernement actuel, parce que malheureusement, on est dans une course à l'électorat du Front National. Mais donc, on a la volonté de fragiliser la prise en charge des migrants. Et puis, de l'autre côté, on va avoir les personnes qu'on accompagne, comme l'a dit très bien Ariel, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui sont nés à l'étranger. Eh bien, c'est une cible prioritaire des politiques publiques contre le VIH et contre les maladies sexuellement transmissibles. Et donc, d'un côté, on va avoir des programmes qui facilitent la prise en charge sur un aspect de la santé de ces personnes, parce que c'est, de fait, on voit en gros que c'est la seule population où les contaminations VIH augmentent. En gros, je fais simple, les spécialistes me corrigeront, mais voilà, c'est donc une cible prioritaire des politiques publiques. Et puis de l'autre, on a une complexité de l'accès aux soins pour les personnes. Et donc, il n'y a pas du tout de vision globale de l'accès aux soins pour ces personnes. Et donc, on a des politiques publiques qui sont contradictoires. Et donc, nous, en tant qu'association, on doit composer avec ces contradictions des politiques publiques pour aider au mieux les personnes qu'on accompagne. Et puis, sur cet accès aux soins, je voudrais quand même parler de concrètement qu'est-ce que c'est la vie aujourd'hui des demandeurs et demandeuses d'asile sur le territoire et des demandeurs et demandeuses d'asile LGBTI particulièrement. Alors, comme ça a été très bien dit, on va commencer par le début. On sait qu'aujourd'hui, en France, alors que les directives européennes le prévoient, eh bien, il y a moins de la moitié des demandeurs et demandeuses d'asile qui sont hébergés par l'État. Normalement, hein, c'est à l'État d'héberger ces personnes qui, comme je rappelais au début, arrivent alors qu'ils sont plongés dans le dénuement le plus total. Et donc, ils arrivent et ce serait à l'État de les héberger, et on sait que c'est le cas pour moins de la moitié d'entre eux. Et c'est particulièrement peu le cas
pour les personnes LGBT parce que ce sont majoritairement des hommes seuls. Et les hommes seuls ne sont pas prioritairement hébergés. C'est plutôt les familles, c'est plutôt les femmes seules. Et donc, on est face à des gens qui soit sont à la rue ou sont dans des chambres partagées, enfin qui louent des espaces à des marchands de sommeil, en fait, grosso modo. Et donc, avec ce risque, hein, dans cette grande promiscuité, toujours d'être découvert, d'être identifié comme LGBT, et donc de perdre cet hébergement qui est très précaire. Et ça, c'est quand même une réalité de vie des personnes qu'on accompagne. Et j'ajouterais également que l'État se donne de plus en plus de moyens de refuser l'allocation des personnes qui demandent l'asile, qui doit leur permettre de vivre, alors même que ces personnes n'ont pas le droit de travailler. Donc on imagine que pendant 1 an ou 1 an et demi que dure la demande d'asile, on imagine que des personnes peuvent vivre sans aucune ressource. Voilà, c'est d'une très 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 grande hypocrisie. Et dans cette réalité, c'est vrai que ce que disait Nicolas est juste, c'est très compliqué de parler de santé, c'est très compliqué de parler de santé psychique avec les personnes quand c'est vrai que leur premier des besoins, c'est d'avoir des conditions de vie qui sont décentes, qui ne sont même pas confortables, mais juste décentes, et pas vivre dans un camp ou pas vivre dans une chambre partagée à 4 ou 5. Voilà. Donc ça, c'est très important de rappeler que il y a des aspects d'accès au droit à la santé, mais il y a aussi des aspects très concrets d'accès aux droits plus généraux et puis de prise en charge des personnes et de la façon dont on accueille des personnes qui ont fui leur pays parce qu'elles y ont été persécutées. Alors, on va peut-être commencer à ouvrir les questions. Il y en a déjà une là qui vient d'arriver sur le chat. Concrètement, savez-vous s'il y a des dispositifs santé spécifiques aux personnes LGBTQI? Donc bon, bien sûr, on sait qu'il y a des centres de santé communautaires ou autres, centres de santé sexuelle. Là, il y avait la table ronde qui en parlait jeudi soir au niveau de la table ronde de l'inter-LGBT dans le cadre de cette semaine Marchons autrement. Mais du coup, vous, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques justement qui existent en termes de dispositifs de santé spécifiques aux personnes LGBTQI+? Est-ce que vous avez un retour d'expérience? Je laisserai Ariel peut-être prendre la parole dans un second temps. Alors, là, ce que je disais tout à l'heure, hein, on est plutôt sur une prise en charge qui touche à la santé sexuelle hein, pour les personnes LGBTI. On a parlé des centres de santé communautaire, mais nous, on participe et Ariel parlera de ce qu'il fait aussi, je pense. On a un partenariat privilégié avec l'association Arrêt Média et le CEGID. Donc, CEGID, ce sont alors, je ne saurais pas développer le sigle, mais ce sont les centres qui s'occupent des maladies infectieuses, qui sont rattachés aux hôpitaux, donc le CEGID Fernand Vidal. Et donc, on a un partenariat privilégié avec l'association Arrêt Média qui fait ce qu'on appelle de l'hôpital hors les murs, c'est-à-dire que c'est l'hôpital qui va à la rencontre des patients. Et c'est évidemment très important pour notre public parce que on constate une difficulté hein, de notre public à entrer dans ces dispositifs de santé qui sont souvent pas très lisibles, et donc on sait que dès que vous devez rebondir de service en service, il y a un taux de déperdition qui est presque de 50%. Donc là, notre partenariat privilégié avec Arrêt Média et le CEGID nous permet d'adresser des gens à des permanences spécifiques, donc qui sont destinés aux exilés LGBTI, mais qui touchent surtout à la santé sexuelle, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est une cible prioritaire des politiques publiques, mais avec Arrêt Média et le CEGID, on réfléchit à une prise en charge un peu plus globale, et notamment la réorientation vers la médecine de ville, pour que les personnes n'aient pas l'hôpital comme seule ressource, en fait.
et qui réintègrent un parcours de soins qui est plus conforme à la norme. Sur les bonnes pratiques, je ne sais pas, je pense que nous, on a des relais santé issus de la communauté qui ont été formés, c'est-à-dire des demandeurs d'asile qui ont été formés aux questions, ça reste très santé sexuelle, hein, mais qui ont été formés aux questions de santé sexuelle et qui approchent leur père, hein, c'est ça la démarche, leur père pour les intégrer, les attirer, on va dire, dans ces parcours de soins qui sont très importants. Voilà, donc on a des partenariats privilégiés et puis cette formation de relais santé communautaire qui fonctionne, dont on sait que ça fonctionne. Ariel, tu voulais peut-être justement compléter sur ce point donc de dispositifs un peu de santé spécifiques du coup pour les personnes LGBTQI+. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres structures notamment? Oui, enfin, Aude a tout dit, puisque c'est également dans ce sens-là que nous travaillons au sein d'Afrique Arc-en-Ciel Paris. Cette permanence du mardi soir dont a parlé Aude, qui marche très bien et qui est d'ailleurs très connue des demandeurs et des demandeuses d'asile. Donc, nous orientons aussi au niveau d'Afrique Arc-en-Ciel des garçons et des filles vers cette permanence. Et également, nous sommes en train de mettre en place cette même dynamique avec le checkpoint dans le quartier du Marais, où aussi nous orientons maintenant des personnes à une permanence là-bas pour notamment les initiations à la PrEP et puis les consultations pour les spécialistes, notamment tout ce qui est proctologie. D'accord, très bien. De toute façon, on a parlé aussi, puisque bon, sur le chat, il est précisé évidemment que comme l'État ne peut assurer à ce jour que à peine la moitié de l'hébergement des personnes demandeuses d'asile et que la demande auprès de l'OFPRA, le temps d'aboutir, c'est 1 an et demi, voire des fois plus. Il y a effectivement des structures communautaires, mais qui ont des moyens qui peuvent être limités, qui permettent l'hébergement. Évidemment, il y a le refuge. Donc, sur le chat, on nous dit que le refuge a créé à Angers un lieu pour accueillir 30 réfugiés LGBTQI+, spécifiquement. Donc, ça, c'est vrai que c'est à noter, mais je pense que par rapport au nombre de personnes qu'on a sur tout le territoire, c'est effectivement très, très insuffisant. Sachant qu'au niveau du refuge aussi, il y a la limite d'âge. Oui. Donc, c'est vrai que, voilà, puisque… Bon, et par ailleurs, c'est quand même une option d'hébergement qui est pas mixte, donc qui est réservée uniquement aux personnes LGBT. C'est une solution qui est plutôt rejetée par les associations qui font de l'accompagnement de demandeurs et demandeuses d'asile. Voilà, le dispositif expérimental à Angers existe et c'est bien et permet de montrer un certain nombre de choses et s'inscrit dans les politiques publiques de l'État. Mais c'est vrai que c'est pas l'idée d'avoir que des centres d'hébergement, il n'y aurait que des personnes LGBT, c'est pas que des demandeurs ou demandeuses d'asile LGBT, c'est pas une revendication qu'on porte et c'est assez peu revendiqué par les associations qui font ça. Et juste, je me permets d'intervenir sur cette question-là et sur, je pense, d'autres questions aussi en général. C'est la problématique des personnes qui sont demandeuses d'asile et LGBT et qui, donc, à part sur les thématiques de santé sexuelle où effectivement il y a des efforts faits, notamment de la part de l'État, qui généralement rentrent pas dans les cases établies, puisqu'on sait en France, il faut rentrer dans les cases pour pouvoir bénéficier de nos droits, et que du coup, c'est vrai que souvent, c'est des personnes qui sont, quand elles sont dans les structures ou les institutions mises à disposition pour les personnes LGBT, se sentent pas forcément hyper à l'aise pour des questions de langue, de ressources financières, de différences culturelles, etc. Et quand elles vont dans des structures qui sont a priori mises en place pour les demandeurs d'asile, ne s'y retrouvent pas non plus forcément pour cette question d'identité LGBT qui n'est pas prise en charge. Et du coup, c'est vrai que c'est cette problématique-là, en fait, qui est assez particulière et que c'est pour ça que
Là, toutes les réponses qu'on a abordées pour le moment, c'est plutôt des réponses communautaires qui ont été faites par des personnes concernées ou par des associations concernées, parce que du point de vue de l'État, il n'y a pas une prise en charge de ce public-là spécifiquement. C'est soit on est dans la case LGBT et du coup, on est censé être citoyen français et avoir des ressources, etc. Soit on est dans la case demandeur d'asile et du coup, il n'y a pas de spécificité des demandeurs d'asile LGBT dans la prise en charge de ces personnes-là. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires par rapport déjà aux questions, d'autres compléments qui voulaient être ajoutés? Et sinon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Puisque là, normalement, ça doit être possible de poser des questions en direct maintenant. Je ne sais pas, ou si vous préférez via le chat, il ne faut pas hésiter à demander à lever la main si vous voulez parler en direct, parce que je pense que je dois activer votre micro, a priori. Ou si vous préférez via le chat jusqu'à présent. J'essaye de voir s'il y a des personnes qui lèvent la main, ou sinon peut-être qu'il y avait un complément parmi les différents intervenants, peut-être qu'une précision que vous vouliez apporter. La question peut être liée aussi à l'actualité, dans le cadre malheureusement du Covid ou de la Covid. Les situations de précarité sont renforcées. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience par rapport à ça? Parce que je sais qu'il y a eu plusieurs initiatives, notamment pendant le premier confinement ou juste après, pour aussi faire des collectes de fonds pour vos associations et venir en aide aux migrants. Et d'après les témoignages, alors depuis l'épidémie de Covid, ça a eu plusieurs conséquences. C'est encore plus difficile d'avoir accès à un logement, un emploi, aux soins de santé. Les populations de migrants sont plus affectées que la moyenne par l'épidémie. Vous imaginez les conditions de logement pour ceux qui en ont, c'est encore plus terrible quand on ne peut pas en sortir, il y a encore plus d'isolement, encore plus de violence. Et en plus, les dossiers, d'après ce que j'entends, les délais pour retirer les dossiers, OFPRA, CNDA, tout ça, toutes les démarches sont retardées pendant l'épidémie. C'est ce que j'ai entendu, c'est mon expérience. En fait, dans ce deuxième confinement, on est dans une situation qui est complètement différente du premier confinement, puisque pendant le premier confinement, il y a eu un arrêt total du fonctionnement de toutes les institutions et des acteurs de l'asile. Et donc, la situation, elle était dramatique parce que il n'y avait pas autant D'abord, il y a eu un arrêt total du travail informel, qui est le joli nom pour parler de travail au noir, mais et donc des personnes qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées sans rien du tout, puisqu'il n'y avait pas de dispositif de chômage partiel qui pouvait prendre ça en charge, avec une difficulté des associations de solidarité à fonctionner à leur rythme normal. Et donc, nous, dans ce contexte, on a été obligés de mettre en place de l'aide alimentaire de manière en envoyant de l'argent aux personnes qui étaient vraiment sans rien, de manière très concrète. Et pour ça, on a fait un appel à dons qui a couvert nos besoins dans un premier temps. Et là, dans ce deuxième confinement, on est dans une situation différente puisque les acteurs et les institutions de l'asile continuent de fonctionner et donc les questions d'accès aux droits continuent de se poser avec une grande difficulté à circuler pour les bénévoles et à faire circuler les personnes qu'on accompagne avec, je parlais tout à l'heure des personnes sans papier, eh bien, cette difficulté, il faut vraiment vérifier que les personnes ne sont pas sous OQTF avant de risquer à ce qu'ils circulent, puisque les contrôles policiers sont plus fréquents. J'ajouterais là-dessus que de rappeler la désastreuse évolution pour les personnes
LGBT, qui est le fait que les personnes qui viennent d'un pays soi-disant sûr, hein, comme le Sénégal ou le Ghana ou l'Inde ou l'Arménie ou l'Albanie, que ces personnes-là sont privées du droit de rester sur le territoire pendant le recours. Hein. Bon, une demande d'asile, il y a une première partie qui est une partie administrative et puis un recours. Ce recours, c'est un droit hein, de pouvoir faire appel à une décision administrative. C'est un droit très important et donc ce recours est un droit. Et donc, ces personnes sont privées du droit de rester sur le territoire. Et donc, nous sommes obligés, pour des personnes, pour des Sénégalais, hein, qui sont en recours à la CNDA, eh bien, en ce moment, il est difficile de les recevoir puisque s'ils se font arrêter par la police, ils seront passés en centre de rétention, ce qui est dramatique. Donc, parce qu'en plus, ce n'est pas le moment d'être en centre de rétention, évidemment. C'est jamais le moment, mais c'est particulièrement un peu le moment quand il y a une épidémie très grave. Donc, on est... je ne me rappelle plus quel était le début de notre phrase, de notre discussion, mais oui, les difficultés qu'on rencontrait. Et donc, ce deuxième confinement, on est dans cette situation où on continue vers l'axe droit et puis on est aussi dans une catastrophe sociale qui va petit à petit se réinstaller, sans doute. Et donc, nous nous préparons à remettre en place une aide alimentaire. Hein, et on est très attentif à la situation des personnes qu'on accompagne. Et donc, on se prépare à refaire un appel à dons pour très concrètement aider les personnes pour éviter qu'on ait des drames et des catastrophes sociales. Merci beaucoup pour ça. Aussi par rapport aux conséquences de la pandémie de Covid, là, c'est que, donc là, en fait, depuis le début, on parle des personnes qui sont déjà en France, qui sont donc demandeurs et demandeuses d'asile en France, mais ce qui se passe depuis le mois de mars, en fait, c'est que les frontières européennes sont fermées et que, en fait, les personnes qui, en temps normal, seraient arrivées en France pour faire leur demande d'asile, en fait, elles ne peuvent pas venir en France et donc elles sont bloquées dans leur pays d'origine ou dans des pays intermédiaires. Et c'est aussi, donc là, forcément, c'est des personnes que l'État français ne considère que ce n'est pas sa responsabilité puisqu'elles ne sont pas sur le territoire français. Mais en tout cas, nous, on est en contact avec certaines de ces personnes et dont les situations sont plus que précaires et complètement urgentes et que pour le coup, il n'y a aucun moyen d'améliorer la situation de ces personnes dans leur pays concerné puisque la seule solution qu'il pourrait y avoir de la part de l'État français serait de leur accorder des visas humanitaires et sauf que ça n'arrive jamais que des visas c'est très rare que des visas humanitaires soient accordés pour des demandeurs et demandeuses d'asile LGBT en France. Donc c'est aussi une conséquence très concrète, c'est que voilà, les personnes qu'on pourrait suivre si elles étaient en France, eh ben, on peut pas on peut les contacter, on peut être en contact avec elles, mais concrètement, on a vraiment beaucoup de mal à les suivre. Alors, on avait d'autres questions qui étaient arrivées sur le... Ah, il y a une personne qui veut demander la parole. Salia, peut-être, si c'est... Est-ce que ça marche? Là, non. Oui, serait-ce moi qui ai demandé la parole? Pardon, il y avait juste une question avant de quelqu'un qui avait posé, je crois que c'est Salia. Désolé, Vivi, je te laisse la parole juste après. Salia? Oui. Voilà. Vous m'entendez? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, j'ai suivi un petit peu, j'ai commencé à suivre votre conférence un petit peu en retard. J'ai été interpellée un peu par une question au tout début du sujet. C'est par rapport aux pays d'Afrique, quand ils ont dit, il y a un monsieur qui a dit par rapport aux personnes homosexuelles qu'on n'a pas trop le droit d'en parler là-bas parce que les gens, ils risquent la prison, ils risquent voilà, beaucoup de choses, beaucoup de souffrances. Est-ce qu'il y a des lois qui leur permettent, enfin, que ce soit le gouvernement ou autre, est-ce qu'il y a des lois précises qui permettent de traiter comme ça les homosexuels? Parce que honnêtement, moi, je suis choquée de cette phrase. Moi, je viens d'Algérie.
Je ne sais pas si ça existe ça. Je ne parle pas de l'homosexualité, mais de ce traitement-là. Mais je suis choquée d'entendre ça. Mais est-ce que réellement ça existe en Afrique? Merci à vous. Oui, oui, oui. Enfin, d'abord, c'est un continent très vaste et avec beaucoup de pays, donc c'est difficile de faire une réponse globale. Il ne s'agit pas de mettre en cause un continent, mais on sait qu'il y a des pays où l'homosexualité est condamnée à mort, comme la Mauritanie, même si ce n'est pas appliqué depuis longtemps. On sait qu'au Sénégal, il y a une pénalisation de l'homosexualité. Et là, on sait que c'est appliqué. Donc, c'est un 5 ans de prison, je crois, et plusieurs... Enfin, de très lourdes amendes. Et là, on sait que c'est appliqué. Et puis, il n'y a pas que la pénalisation. La pénalisation, c'est très grave, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'opprobre dans la société, l'impossibilité de vivre sa vie, le fait d'être discriminé, persécuté. Et c'est tout à fait le cas dans les pays du Maghreb, avec encore une fois des réalités politiques qui sont, et sociales qui sont différentes et puis qui bougent, c'est pas figé. Mais en tout cas, la réalité de nous, puisqu'on recueille des récits de demandes d'asile de plusieurs pays, on couvre une grande partie des pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, et ces récits, ils parlent de ça de manière très concrète, et donc après c'est la vie des gens hein, de manière très concrète, mais c'est l'impossibilité de vivre sa vie, c'est la persécution, que ce soit des voisins, de la société, de la police, voilà, avec différents... voilà, après, il y a différents outils, enfin voilà, c'est pas une situation qui est homogène, mais les conséquences dans la vie des gens, c'est l'impossibilité de vivre sa vie. Et nous, on a les gens qui ont réussi à parvenir jusqu'à nous, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont coincés dans leur pays ou qui meurent de ces LGBT-phobies. Malheureusement. Merci. Sans parler de ce qui se passe encore en Tchétchénie, quoi. C'est dingue, des camps, situation horrible. Oui, du coup, pardon. Oui, Vincent Victoria, c'est à toi. Vas-y. Oui, du coup, j'ai envie de réagir tout de suite par rapport à ce qui a été dit. Je rappelle tout de même qu'avant 80 en France, bon, moi j'ai connu, bon, il y avait, je veux dire, les relations homosexuelles entre adultes n'étaient pas interdites. Pour autant, c'était outrage à la pudeur, c'était les descendre dans les pissotières, les descendre dans les bars, etc. Donc, on a connu ça, c'est-à-dire l'opprobre social, alors même que factuellement, la loi l'interdisait pas. Il faut dire aussi que quand on parlait de l'Afrique, les lois, elles sont tout de même directement héritées des colonisateurs. Moins directement au niveau de la France, mais par exemple, la loi en Allemagne, pour les colonies allemandes, réprimait, pénalisait l'homosexualité. De la même manière, on parle souvent effectivement des États appliquant la charia, la loi islamique, mais il ne faut pas oublier que dans l'Assemblée des cardinaux, les plus anti-LGBT, c'est les cardinaux qui viennent d'Afrique, et que les églises évangélistes protestantes réactionnaires sont aussi plutôt LGBT-phobes. Bon, et puis, on a à Bicos un ami de longue date qui vient du Niger, et le Niger est le prototype du pays qui ne pénalise pas, mais je veux dire, il est parti avec des menaces de mort à la clé, quoi. Je voulais juste faire une petite focale parce que on a des concepts ou des groupes qui ne se coïncident pas. Par exemple, les personnes qui vivent du travail du sexe, les personnes transgenres venant de l'étranger
et qui vivent du travail du sexe. Tout ça, ça fait des sous-groupes, mais qui ne coïncident pas. Je voulais tout de même dire qu'il y a une communauté de personnes transgenres migrantes, parfois sans papier, parfois en situation irrégulière en France, qui a aussi des personnes qui vivent du travail du sexe, et que sur l'ensemble de ces champs, comme tu l'as dit à juste titre, Aude, du point de vue de la relance de la collecte de dons et tout ça, il y a des initiatives qui ont été lancées dès le début du premier confinement. Je pense au STRAS, syndicat des travails sexuels, mais je pense aussi à Accept ST, association pour le soutien aux personnes trans, qui a une assez forte communauté de personnes trans originaires d'Amérique latine, et qui a lancé une collecte de soutien avec l'artiste Océan. Ce que je veux dire, c'est que il y a une interpénétration de tous ces sujets, et effectivement, le Covid a amplifié ces phénomènes. Merci. Effectivement, enfin, on est vraiment à l'intersection de plusieurs discriminations. Enfin, on est vraiment dans l'intersectionnalité entre, effectivement, évidemment, on peut être bi, lesbienne, trans, et aussi travailleuse ou travailleur du sexe, et aussi avoir d'autres discriminations qui peuvent être liées à la couleur de peau. Enfin, il y a beaucoup à la langue, à beaucoup de différences qui peuvent se croiser et effectivement rendre une complexité et aussi la beauté évidemment des personnes humaines dans toute leur complexité. Alors, je vois que l'heure, on avait prévu de finir plutôt vers midi, et là, on est quand même plutôt à déjà un bon quart d'heure de retard. Du coup, on va peut-être passer à la partie conclusive, si juste les intervenants avaient une dernière phrase à indiquer avant de se quitter. Parce que sinon, je pense qu'on va être coupé en plus brutalement par Zoom pour la fin de la conférence. Donc, merci d'être bref. Non, mais merci beaucoup à tous et à toutes. Oui, pareil, merci, bravo, continuez vos actions. Courage. Merci aux intervenants et intervenantes, et puis merci aux personnes qui ont suivi la table ronde et qui ont posé des questions. C'était très, très intéressant. Merci à tout le monde et à très bientôt. Voilà, donc du coup, là, on va donc encore redonner le nom des associations. Vous l'avez vu sur le chat. Donc, il y avait donc l'association Solidarité Internationale LGBTQI+, qui participait à un peu la modération de cette table ronde. Mais surtout, donc, il y avait la présence de Africa Arc-en-Ciel. Vous pouvez les retrouver sur le web ou sur Facebook. Donc, l'association Ardis, et donc l'association ANC. Et donc, il y avait aussi, avec l'association ANC, la présence du psychologue Sébastien Galland. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage à toutes et à tous. On a donc toujours une pensée sur cette marche des fiertés autrement en ce 7 novembre. Et bon courage à toutes et à tous pour vos actions de soutien aux personnes LGBTQI+. Et bon confinement. Merci. Au revoir.